pas aller là-bas. On peut y aller. Il va y avoir un tournage. Vous pouvez aller. C'est un excellent livre et je vous le conseille. Je remercie Hervé de la librairie du cinéma du Panthéon d'accueillir ce tournage. Je suis Hugo Davessoglou et je vais vous accompagner pour cette controverse cinématographique. Nous allons de ce pas rencontrer Mathieu Letourneau. Ben, get the boys! Bonjour Mathieu Letourneau. Donc, vous êtes professeur à l'Université Paris-Nanterre et membre du CSLF, spécialiste des cultures sérielles et médiatiques et de la littérature populaire. Vous avez publié Aux origines de la pop culture avec Loïc Artiaga à la découverte en 2022. Vous avez aussi publié L'Empire du rire, 19e, 21e siècle, Fiction à la chaîne, Cinéma, Premier crime, Fantomas, biographie d'un criminel imaginaire, La librairie Talendier et le roman d'aventure 1870-1930. Vous avez dirigé une quinzaine de collectifs et réédité Gustave Aimard, Emilio Salgari, Eugène Sue et la série Fantomas. Et vous êtes rédacteur en chef de Belphégor. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que Belphégor? Alors Belphégor, c'est d'abord un démon, tout simplement, un démon de la mythologie. Et puis c'est criminel du cinéma muet, qui a été créé par Arthur Berned et qui est justement un personnage d'un film à épisodes qui a connu un grand succès et qui est devenu par la suite un personnage de série télévisée. Donc c'est un personnage qui est lié à l'imaginaire du serial, du film à épisodes et de la sérialité en général. On pourrait dire aussi que c'est un personnage de série B puisqu'il a été une des figures de l'épouvante à la française. Et donc, une des particularités de Belphégor dans le milieu culturel, c'est qu'aussi qu'il est assez transmédia. C'est un personnage qui a été un peu partout au cinéma, à la littérature. Vous pouvez nous en parler? Oui, en effet, c'est un personnage transmédia puisqu'il est né à l'époque de cette première époque du transmédia à la française, c'est-à-dire dans les années 20, au moment où se lance le film à épisodes, ce qu'on appelle le film à épisodes, avec des films qui sont, des sorties de films qui sont en même temps des sorties en roman feuilleton, ce qui a été le cas de Belphégor, qui était proposé également donc en roman feuilleton, publié chez l'éditeur Talendier dans la collection Cinéma Bibliothèque. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé que ce personnage, qui est un personnage donc du début d'un imaginaire criminel à la française, qui est lié au roman feuilleton, qui est lié à des formes de transmédialité, comme on dit, qu'on a l'habitude d'associer à l'époque ultra contemporaine, mais qui remonte à très longtemps. C'est très ancienne. Voilà, et qui est lié aussi aux séries télévisées. Et c'est pour ça qu'on a choisi le nom de Belphégor pour une revue universitaire qui s'intéresse aux cultures populaires et médiatiques des 19e siècle du 19e siècle au 21e siècle. Et donc, quelque part, on peut dire que vous ne vous spécialisez pas uniquement dans le cinéma au niveau de la sérialité, mais c'est global. On se refuse à se spécialiser dans le cinéma. On insiste précisément sur le fait qu'il existe de la sérialité bien avant l'histoire du cinéma, bien avant l'invention du cinéma. Le roman feuilleton, les dime novels américains qui lancent des personnages très importants de la culture sérielle comme Nick Carter, Buffalo Bill. Les sérialités éditoriales, le fait que on proposait des romans en livraison, des collections à personnages récurrents dès le 19e siècle, et l'idée, et puis des personnages transmédiatiques dès le 19e siècle. Robert Macaire, qui est un personnage qui se développe au théâtre, en littérature, en affiches, en gravure dessinée, et donc des personnages transmédiatiques, il y en a énormément avant le cinéma. Et ce qui nous intéresse précisément, c'est de questionner ces sérialités dans l'ensemble du champ médiatique, en bande dessinée, au cinéma, dans les jeux vidéo, dans la culture populaire en général.
Et là, je rebondis aussi sur une chose, c'est l'aspect populaire. Vous avez mentionné. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de cet aspect populaire? On a très longtemps attaqué l'idée d'une culture populaire en disant que la culture de masse, c'était le contraire de la culture populaire et en se référant à une sorte de mythologie de culture populaire d'avant la culture médiatique. En fait, on se rend compte que ce qu'on a très vite appelé littérature populaire, culture populaire, des pratiques qui sont des pratiques liées à cette culture industrielle. La culture, masse. voilà. Alors, peut-être avant la culture de masse, des formes de culture industrielle archaïques, comme la presse, comme le théâtre, comme la culture du spectacle, une culture du spectacle qui a été très importante au XIXe siècle. Et c'est ce qui nous intéresse. Et puis dans l'idée de littérature populaire, de culture populaire, il y a aussi l'idée de la pop culture, qui est beaucoup plus contemporaine. Et ça me semble intéressant de voir qu'il y a un lien entre culture populaire ou littérature populaire, ce qu'on appelait littérature populaire, culture populaire, et aujourd'hui pop culture, malgré les très importantes différences qui existent entre le 19e siècle et le 21e siècle. Mais autour du populaire, on peut comme ça tracer toute une série de fils, à mon avis assez intéressant pour comprendre cette culture qui est finalement au cœur de la modernité, mais qui est une culture industrielle et une culture marchande. Et on peut dire que la sérialité, ça fait le lien, justement, entre le 19e, le 20, le 20e, le début du 21e, et ce qui change, c'est peut-être la technologie avec laquelle on fait cette sérialité, en fait. C'est même peut-être l'élément central, la sérialité, parce que la fabrication en série, c'est le début de l'industrie, mais c'est aussi le début du médiatique. Le médiatique est lié soit à une production en série, c'est la presse, c'est la bande dessinée, c'est le best-seller, mais c'est aussi les copies fabriquées en série des films, hein, c'est la reproductibilité technique qui correspond à cette modernité, et puis c'est aussi la diffusion massifiée. La radio, la télévision, c'est pas forcément une production en série, mais c'est une diffusion dans une série de postes, qui met aussi en jeu la question de la sérialité. Et puis plus largement, la sérialité, c'est la question de la marchandisation de la culture. Le Fordisme, la voiture fabriquée en série, le paquet de lessive, sont des éléments qui appartiennent à la même culture que la culture de la fabrication en série, de la presse, de la télévision, et cette sérialité, cette continuité entre des logiques industrielles, de la création culturelle et finalement de la culture marchande qui est aussi de la culture, c'est vraiment un élément qui me paraît très important pour comprendre cette culture et pour vraiment la penser sans la stigmatiser. Donc on peut dire qu'on évite le c'était mieux avant et qu'on nuance le propos consistant à dire que maintenant c'est la méchante société consumériste. En fait, ce que vous montrez, c'est que c'était déjà c'était déjà en germination avant la société de consommation. C'est même quelque chose d'assez passionnant de voir à quel point beaucoup de choses qu'on associe aux contemporains sont des choses très anciennes, y compris des pratiques comme le placement de produits. Le placement de produits, il y en avait massivement dans les années 50 dans la littérature, et puis il y en avait par exemple au théâtre au 19e siècle. C'est-à-dire qu'on plaçait des produits de tapissiers, c'est-à-dire de marchands de meubles, sur la scène, dans les décors, pour les vendre. Et donc cette idée et puis dans la presse, il y avait la moitié de la publicité était masquée. Donc voilà un exemple de quelque chose qui existe depuis le 19e siècle et qu'on associe à la modernité. La création collective qu'on associe à la télévision, par exemple, au travail des scénarios à la télévision. Or, la création collective, c'est vraiment une pratique qui est continue depuis le 19e siècle et dont on peut suivre le déroulé avec des collaborateurs qui sont payés, on trouve les contrats, on trouve des choses. D'autres choses, par exemple, le fait que on demande de rallonger la sauce. La question du final cut, par exemple, qui est tout à fait associée au cinéma. Au 19e siècle, quand on regarde la pratique du feuilleton et de la livraison, on demande à un auteur très souvent de rajouter 200 pages ou d'en couper 200. Est-ce que finalement, alors toute chose étant égale, bien sûr, est-ce que finalement il n'y a pas une continuité dans ces pratiques? Et je pense que si on ressaisit des pratiques sur le très long terme, d'abord on arrête de fétichiser l'activité créative et d'établir une sorte de vérité d'une activité créative face à d'autres activités qui seraient la décadence de la création. Et on comprend que en régime industriel, la vitesse de croisière de la création intègre une dimension
industrielle, ou encore en tout cas une dimension marchande, qui introduit une impureté, mais qui n'est pas tant de l'impureté que la logique commune C'est la manière de création. faire. Voilà, c'est la manière de faire collective. D'accord. Donc en fait, vous étudiez aussi en quoi la sérialité modèle un esthétisme ou une idée de l'esthétisme et comment est-ce que ça influence la création des œuvres. Non seulement un régime de création sérielle, mais aussi des modalités d'appréciation, des modalités de jugement qui sont des modalités qu'on pourrait qualifier d'une esthétique de la consommation, d'une esthétique du divertissement, dont je pense que chez les universitaires, on n'a pas encore, on n'a pas pris la mesure et on n'a pas encore cherché à fabriquer les outils qui permettent de la penser. Et ces outils, il s'agit pas de réintroduire une rupture entre ce qui serait le régime de la grande création d'un côté et le régime de la création de consommation. Je pense qu'au contraire, il y a une interrelation entre les deux. C'est pas des régimes différents, c'est simplement des tendances, des types de caractéristiques, et on peut trouver des œuvres avec une grande exigence de création, mais qui introduisent beaucoup d'éléments d'une culture industrielle, et au cinéma c'est très très courant, ou dans les séries télévisées évidemment, mais en littérature aussi en réalité. Et puis à l'inverse, on peut voir des formes de mixité, y compris chez des auteurs qu'on n'associerait pas à la culture industrielle. Au XIXe siècle, c'est évident, quelqu'un comme Balzac était quelqu'un qui intégrait ça. J'allais en parler, oui, justement. Maupassant, qu'on n'associe pas à la culture marchande, Maupassant a fait beaucoup de nouvelles. Pourquoi est-ce qu'il a fait beaucoup de nouvelles? Parce que les nouvelles, c'est des articles de journaux. C'est publié dans les journaux, et donc c'est parmi d'autres formes médiatiques. Dans la diversité médiatique, il faut avoir des articles. Voilà des éléments, et dans la culture américaine, c'est tout à fait frappant. Une grande partie de la littérature, de la plus grande littérature américaine, elle est publiée dans les magazines, soit dans les pulps, pour le roman noir, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, etc., soit dans les slick magazines, qui sont le format un petit peu plus luxueux. Vous savez, tous ces magazines un petit peu luxueux, mais dans lesquels publiaient Hemingway, Faulkner, avec etc. un papier qui était un peu de meilleure qualité, et voilà. ainsi de suite. Mais qui avait quand même une page de publicité toutes les 2 pages, des articles de beauté, enfin de tout. En fait, c'est la noblesse d'un art pur, entre guillemets, vierge de toute dimension financière. Je présume qu'il ne faut pas faire l'inverse non plus et faire exclusivement la dimension financière, sinon cela appauvrirait la dimension tout de même qualitative. En fait, mais disons que l'idée d'un art vierge de toute dimension financière, de vivre, faut bien vivre de son art, entre guillemets, c'est cette idée-là, en fait, que vous remettez en question, cette idée d'un espèce de paradis perdu où on crée juste pour le plaisir et pour la beauté du geste. Quoi. Oui, ça n'est qu'un mythe, en réalité. C'est qu'une fiction. Bon, c'est assez facile de le montrer quand on travaille sur le cinéma, parce que l'histoire du cinéma a quand même été avant tout une histoire industrielle, et qu'il y a des petits moments de tentative, mais qu'elle reste toujours marginale en réalité par rapport à une tendance dominante. On l'a beaucoup cru pour la littérature, parce qu'on a arraché à la littérature à ses conditions de production effective, par exemple au XIXe siècle, au fait que la littérature c'était lié à la presse. Et alors, on a fabriqué une sorte d'imaginaire de la littérature associée aux collections blanches de Gallimard, symboliquement, une sorte de white cube éditorial, alors que la littérature quand on élargit le champ de la littérature aux productions fictionnelles, à toutes sortes de productions, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué. Mais d'où vient cette mythologisation, en fait, justement? Première époque, elle est très tôt, au début du XIXe siècle, c'est la terreur de voir ces torrents de papier, c'est-à-dire cette quantité de livres, avec le développement des techniques industrielles, la baisse du coût des journaux, cette masse de matière imprimée. Et cette masse de matière imprimée qui accompagne un autre événement problématique dans l'imaginaire, c'est toute une série de formes de démocratisation, qui se traduisent par une démocratisation de la culture, et donc le sentiment d'une dévalorisation de la culture. Et puis l'idée que l'écrivain a la tentation de devenir un mercenaire, alors qu'avant il était
dépendait des mécènes, disons. Et donc c'est pas beaucoup C'est pas beaucoup mieux. Enfin, c'est pas beaucoup mieux. Le mécène a aussi ses Voilà. exigences, on va dire. Voilà, il a aussi ses contraintes. Mais donc il y a tout cet imaginaire. Et puis ça serait très très long de raconter tout ça, mais disons qu'avec plus vous avez de formes de production massifiée, plus vous devez séduire un public massifié, plus vous devez séduire un public massifié, plus vous devez en passer par des formes massifiées de communication, donc par des stéréotypes. Le stéréotype, ça n'est rien d'autre qu'une forme massifiée de communication. Et donc, plus vous devez introduire des choses qui contredisent certaines définitions de l'art qui s'inventent en même temps que se massifie la culture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas avant des formes d'art qui se pensent comme uniques, l'art ne se pense comme unique que face à la massification. Walter Benjamin écrit contre la reproductibilité technique et invente le concept d'aura à partir de la reproductibilité technique. Il n'y a pas l'aura d'abord et la reproductibilité technique après. Il y a d'abord la reproductibilité technique et d'un seul coup on se dit mais les autres objets sont uniques. Avant on ne disait pas que les objets étaient uniques puisqu'ils l'étaient. Oui. Donc on voit bien comme petit à petit va s'inventer l'idée d'une radicalité artistique au début du XXe siècle en fait. C'est vraiment au début du XXe siècle vous allez avoir vraiment l'idée que l'art doit aller contre les industries. Mais c'est tout à la fois important parce que ça va se traduire par des formes de création d'une très grande exigence et d'une très grande sophistication. Mais il me semble que dans les discours, ça s'est traduit aussi par l'occultation de toute une partie de la création. Et moi, mon but, c'est pas de dire ces autres formes, je sais pas moi, les serials, les dime novels, les romans à 3 sous, enfin à 11 sous, on dit normalement, les pulps. Je vais pas dire que c'est magnifique, il s'agit pas de dire ça, parce que la plupart de ces choses sont illisibles aujourd'hui, ont été écrits à la va-vite. Il y a beaucoup d'auteurs de romans populaires qui expliquent qu'ils écrivent un roman en 2 semaines, en 8 jours. L'écrivain G.J. Arnaud, qui était un auteur très très prolifique, qui a eu beaucoup de succès, écrivait ses romans en 8 jours. Alors vous allez me dire, oui, bon bah ça permet pas de faire des bons livres, oui, mais sauf que Simenon les écrivait en 2 semaines. Et bien Simenon est un des très grands écrivains du XXe siècle, un des plus grands écrivains du XXe siècle. Donc c'est pas forcément lié, mais en revanche, ça engage des processus, un rapport à l'écriture, un rapport au style, un rapport à la création. Pour les auteurs de série B ou de serials, à la rapidité de production, ça forge un esthétisme, en fait. Voilà, et puis ça engage toute une série de pratiques. Par exemple, le rapport aux stéréotypes, c'est une question très très importante. La littérature ou le cinéma de genre sont toujours stéréotypés. You say? Oh, yeah, I'm looking for a good mystery on something off the beaten track, like the Maltese Falcon. Oh, that was a fascinating story. But here's one that has everything the Falcon had and more. It's Raymond Chandler's latest bestseller, The Big Sleep. What a picture that'll make. You mind if I look at it? Par exemple, la question du suspense, qui est quand même un des procédés très importants du cinéma, la question du suspense est fondamentalement liée au stéréotype. Puisque le suspense suppose l'anticipation du spectateur, c'est-à-dire on a peur pour la suite parce qu'on anticipe sur ce qui va se passer, et donc ça suppose l'identification des procédés. Donc ça suppose un rapport au stéréotype. Et c'est pour ça d'ailleurs que le cinéma de genre est le cinéma suspense par excellence, parce qu'il charrie des stéréotypes. Le spectateur sait qui est qui, donc il sait s'identifier plus simplement et plus spontanément au personnage. Par exemple, ou dans un film d'horreur, il sait que quand les plombs sautent et qu'un personnage dit qu'il va descendre à la cave, ça lui fait peur parce qu'il sait bien que quand un personnage descend tout seul à la cave, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Voilà. Alors, ça paraît idiot, là je prends un exemple caricatural, mais en réalité, l'incroyable inventivité, l'incroyable efficacité du cinéma d'horreur, c'est qu'il manipule en permanence des stéréotypes, vraiment ces stéréotypes-là, et que ça lui a permis, par exemple, d'être un des cinémas politiques de ces dernières, disons, de ces dernières 50 ou 60 dernières années, voilà. Et c'est très intéressant. La manipulation des stéréotypes, c'est aussi la manipulation des imaginaires communs, des stéréotypes sociaux, des imaginaires sociaux, et donc ça permet aussi de dialoguer avec la collectivité. Donc, voilà un exemple de pratiques qui sont des pratiques liées à la sérialité, le stéréotype, mais qui n'empêche pas la créativité. Pour le cinéma américain, c'est tellement évident, quand on regarde l'histoire du cinéma américain, que dans ce domaine-là, ça serait
totalement absurde d'évacuer le cinéma de genre. Dès le début du cinéma, le premier western, je sais plus c'est quelles années, mais c'est au tout début 1900. Je crois que c'est le braquage du train. Oui, l'attaque du Grand Rapide. Le The Great braquage, Train Robbery. The Great Train Robbery. Ça 1903. comme 1903. Dès le début, ça commence avec un genre, c'est le western, le gangster parfaitement identifié. Je sais plus s'il y a le shérif, mais en tout cas, il y a des grandes figures de l'histoire légendaire de l'Ouest Oui, qui bien. se construisent. Le western, c'est pas du tout un genre cinématographique. En France, on a à une époque dit que c'était le western et le genre cinématographique par exemple. C'est totalement faux. Le western est un genre littéraire. C'est le genre des dime novels. 50% des dime novels racontent des histoires des frontier stories, c'est-à-dire des histoires de l'Ouest. Et les attaques de train, c'est déjà un genre, mais vraiment massif avant l'invention du cinéma. Et donc, quand on invente un cinéma narratif, c'est pas étonnant qu'on aille chercher des histoires de cow-boys et de trains, parce que ce sont des histoires que tout le monde connaît déjà. En France, ça va être, par exemple, l'histoire d'un crime, qui est une scène criminelle, qui est empruntée à une série de scènes du musée Grévin, qui lui-même l'emprunte au Petit Journal et au Petit Parisien, donc à la presse de faits divers. Donc on voit bien qu'en fait, on reprend des stéréotypes. Et le cinéma, au début, s'invente en reprenant des stéréotypes du théâtre. Les personnages jouent comme au théâtre, dans le premier cinéma, du théâtre, de la littérature. On va adapter Zygomar, Fantomas, etc. en France. Aux États-Unis, on va, par exemple, adapter massivement les bandes dessinées, les dime novels, le théâtre, mais cette culture populaire que va investir le cinéma, c'est une culture du stéréotype. Pas seulement, mais c'est aussi une culture du cinéma. Des stéréotypes de la culture populaire et de la culture populaire pour pouvoir élargir son public et se transformer en un art industriel très 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 vite en réalité. Oui, absolument. Il a eu besoin de s'en inspirer. Et puis, je pense que le cinéma a été un art. Le cinéma a été une industrie avant d'être un art, ou un spectacle. Plus qu'une industrie, un spectacle. Le cinéma d'attraction, un cinéma vraiment de forain. Puis, en se sophistiquant, il est devenu un cinéma narratif. Mais c'était un cinéma narratif populaire. Il y a eu des tentatives de faire un cinéma d'art avec les films d'art en France, mais ça n'est pas ce qui a le mieux marché au début. Et c'est pas là que la créativité a été la plus grande. Les très grands films vraiment du cinéma d'avant la Première Guerre mondiale, c'est justement les films de Méliès, qui sont vraiment de la prestidigitation, qui va devenir narrative, mais qui va s'inspirer de Jules Verne, par exemple. C'est Feuillade, qui va s'inspirer de Fantomas. C'est Jacet, qui va s'inspirer avec les bandits en automobile d'un fait divers, de la bande à Bono, mais aussi qui va adapter Zygomar, un roman feuilleton publié dans Le Matin, et puis Nick Carter, un dime novels qui venait d'être publié en France. Donc on voit bien combien, or ce sont les grands, c'est vraiment les grands fondateurs du cinéma français dont je parle. Donc on voit bien que c'est là qu'on va trouver les choses. Pourquoi ? Parce que c'est une forme immédiatement accessible, donc qui permet de court-circuiter les problèmes qu'on rencontre au début pour raconter des histoires. C'est compliqué de raconter des histoires avec un nouveau mode d'expression. En fait, tout est une interaction, en fait. Absolument. La culture est une culture globale. La culture sérielle est encore plus une culture de la circulation. Et alors, à la fois une culture donc de l'intertextualité, des références, on s'inspire les uns des autres, mais aussi de ce qu'on appelle en jargon l'architextualité, qui est un concept un peu barbare, mais qui mérite d'être un petit peu développé. Donc, ce qu'on appelle l'intertexte en général, c'est quand une œuvre s'inspire d'une autre œuvre. D'accord ? Bon. Ce qu'on appelle l'architexte, c'est quand une œuvre s'inspire pas d'une autre œuvre, mais d'un ensemble d'autres œuvres. Quand vous faites un western, vous vous inspirez pas forcément de tel film ou de tel autre film ou de tel autre film. En fait, vous n'avez pas besoin de vous référer à quelque chose pour qu'on sache que le colt ou que l'entrée dans le saloon va signifier quelque chose. Le saloon, c'est une série de stéréotypes qu'on identifie immédiatement, mais qui renvoient pas à une œuvre ou à 2 œuvres ou à 10 œuvres, même à 100 œuvres, et qui renvoient à une culture. Un ensemble. Voilà. Un ensemble. Et cette culture, elle n'est pas strictement cinématographique, BDistique, littéraire. Elle circule. Et cette circulation, c'est la culture au sens large. Et il me semble que c'est vraiment un point fondamental de comprendre que notre culture, depuis le 19e siècle, c'est une culture médiatique.
c'est une culture de consommation. La vraie culture commune, c'est celle-là. Il s'agit pas encore une fois de la vanter. Hein. La culture, c'est pas une bonne chose ou une mauvaise chose. La culture, c'est la qu'on culture, partage. c'est ce qui Voilà, c'est ce qui est. Mais peut-être que ça mériterait de comprendre comment ça fonctionne. Pour moi, l'enjeu, c'est pas de revaloriser les productions de la culture populaire, parce que ça me paraît un combat absurde, ni de dire qu'il y a des très grands auteurs, ça certains le font très bien, mais c'est pas l'enjeu pour moi. En revanche, je pense qu'on a une énorme carence de compréhension de ces des pratiques, interactions. voilà, et de ces pratiques qui sont au cœur de nos imaginaires, de nos sociabilités, de notre culture, y compris d'ailleurs dans la culture musicale. Alors, ce qu'il faut voir. Alors il y a vraiment un rayon pour les séries B, c'est le rayon évidemment cinéma de genre, avec peut-être ce qui est la quintessence du cinéma de genre, c'est-à-dire le film d'horreur, hein, qui est vraiment de façon durable le lieu du cinéma de genre. Par exemple, un ouvrage sur le studio Hammer, laboratoire de l'horreur moderne. Un ouvrage sur les Suburban Grindhouse, donc vraiment justement ces éléments. Et puis le western, il y a des ouvrages qui sont des classiques, hein, le western en 10-18, le livre d'Éric Le Gueb, Histoire universelle du western, et dans une version plus récente, il y a qui vient de ressortir, Patrick Brion, Encyclopédie du film policier et thriller, voilà, toute une série de choses qui à mon avis peuvent être examinées. Il y a aussi les productions de Vendémiaire, Dictionnaire du western par Claude Aziza, ou alors toujours chez Vendémiaire, le dictionnaire du cinéma fantastique et de science-fiction. Vous voyez qu'il y a l'embarras du choix sur la question du cinéma de genre. D'accord, donc je pioche, c'est ça? C'est ça. Vous prenez une piochez, vous prenez une question et vous y répondez. Quel héros? Quel héros? Alors, je suppose que la question porte sur quel héros de série B, de serial, de ces productions de séries américaines. Alors, poser la question des héros, c'est poser la question des stéréotypes, en fait. C'est un cinéma de genre, que ce soit le cinéma de série B, que ce soit les sérioles. Le cinéma de genre est un cinéma à héros, un personnage central. Alors, quels sont les héros? Les héros sont les héros de cinéma. Selon les époques, c'est pas exactement les mêmes. On pourrait traverser les époques. Le cinéma de série B, le grand cinéma de série B, c'est vraiment le cinéma des années 30 et des années 40, la véritable histoire de la série B, c'est le héros de série B par excellence, c'est le cow-boy. C'est le cow-boy avec des figures de héros récurrents, c'est très intéressant. Ah si, quand même, je vais dire quelque chose du cow-boy de série B des années 30 et 40, c'est quelque chose qui m'a absolument passionné, que j'ai découvert assez tard, parce qu'on les voit pas, les films de série B, parce qu'ils sont plus du tout diffusés. De l'époque, oui. Oui, des années 30 et 40, vraiment, ils sont très peu diffusés. C'est quasiment que du western, du grand western. Le western de série B, c'est un western court, 60 minutes, avec des héros, avec des acteurs qui sont pas très connus, sauf John Wayne, mais John Wayne avant voilà, le John Wayne connu. Et c'est vraiment, c'est pas terrible, faut bien le dire. Et alors, ce que j'ai découvert, c'est vraiment quelque chose de passionnant sur ces héros de série B. Alors, je vais en citer quelques-uns. Hopalong Cassidy, qui est quand même peut-être le plus connu, qui est joué par William Boyd, et puis toute une série d'acteurs, en fait, qui sont moins des personnages récurrents que des acteurs récurrents, comme Lâche Larue. Qui connaît Lâche Larue? Lâche, parce que il utilisait un lasso. Alors, il y en a toute une série de ces Tex-Ritter, etc., de ces cow-boys. Et alors, il y a quelque chose de très particulier dans ces cow-boys, c'est que, en fait, ils tournent chacun 20, 30 westerns à des rythmes très rapides. Ils en font souvent 4 dans l'année. Et en fait, c'est toujours le même personnage. Ils sont toujours le même personnage.
ils sont habillés toujours de la même façon. En Lâche la rue, il est habillé tout en noir, toujours de la même façon. John Wayne, à ses débuts, il joue dans une série qui s'appelle The Three Musketeers. Ça s'écrit tout à fait différemment, je vais Oui. pas l'épeler, mais c'est pas mousquetaire, c'est un jeu de mots avec les trois mousquetaires. Et il joue toujours le même rôle. Et alors, évidemment, William Boyd, il joue toujours au Palan Cassidy, mais même quand ils ne sont pas le même personnage, ils jouent le même rôle. Et c'est vraiment un point fondamental pour comprendre l'attachement à ces personnages sériels. C'est-à-dire que on va les voir, et on va voir l'acteur qui est aussi le personnage. Un autre exemple de ces personnages sériels auxquels le public était attaché, même quand ils jouaient des rôles un peu différents, c'est Johnny Weissmuller. Je pensais à Johnny Weissmuller, qui va jouer Tarzan, donc il va être attaché au personnage de Tarzan. Toute une série de films diffusés pendant une vingtaine d'années, et puis après, il va jouer Jim la jungle, et il va être aussi dans la jungle, cette fois-ci il va être un explorateur, mais ça sera quand même Johnny Weissmuller, le héros de la jungle. Et donc, on a comme ça des personnages qui sont entre l'acteur et le personnage. Une autre figure, alors tout à fait passionnante, c'est Buster Crabbe. Buster Crabbe qui va jouer d'abord Tarzan, puis Flash Gordon, puis Buck Rogers, et qui va se confondre avec ces personnages. Alors pourquoi je dis que c'est très important parce que c'est un rapport populaire au héros qui est très très important et très spécifique à ce cinéma de série B, mais qui va durer beaucoup, qui va durer très longtemps. Parce que par exemple, dans le grand cinéma d'action des années 80, on va voir ressurgir cette logique de personnages récurrents avec Schwarzenegger, avec Stallone, avec Van Damme, qui joueront des personnages différents, mais qui seront toujours en même. Je triche pas, hein? Non. Ah, ça c'est une question essentielle, les codes de la série B. Alors d'abord, la première chose qu'il faut voir, c'est que la série B, est-ce que je peux expliquer le fonctionnement de la série B, même si j'ai pas eu de question dessus? Oui, bien sûr. Je pense que c'est important. Il faut comprendre que le cinéma de série B, quand on parle d'un film de série B, on veut dire un film fait à la va-vite, un film de genre, sans grande ambition, souvent un film qu'on regarde à la télévision avec des acteurs de second rôle. C'est ça qu'on dit quand on parle d'un film de série B. C'est presque une expression péjorative. En fait, film de série B, ça veut dire quelque chose de très précis. Hein. Ça renvoie à l'industrie cinématographique américaine. J'en reviendrai au code après, hein, mais ça renvoie à l'industrie cinématographique américaine et au processus de fabrication des films. Alors, en fait, il y a des coûts de production et il y a des réseaux de distribution. Les grands films américains sont des films de série A, pour le dire grossièrement. Et c'est des films qui supposent un coût particulier et une durée de film particulière. Et c'est des films qu'on va voir plutôt dans les grandes salles de cinéma. Alors pourquoi est-ce qu'on fabrique des films de série B, c'est-à-dire des films qui coûtent moins cher et qui durent moins longtemps, entre 1 heure et 1h20, disons, un film de série B? Eh bien parce que c'est des raisons très compliquées, mais il faut l'expliquer pour comprendre la question des codes, parce que les grands studios de cinéma vont imposer des systèmes de vente, qu'on pourrait appeler des systèmes de vente liés des films. C'est-à-dire qu'ils vont dire, si vous voulez avoir mes grands films, il faut que vous preniez aussi mes petits films. Donc ça va leur permettre de dominer le marché. Et ils vont pouvoir le faire, alors pour des raisons compliquées aussi, parce qu'ils possèdent toute une série de réseaux de salles de cinéma, ce qui leur donne une domination en fait. On est dans des systèmes de monopole, hein, quasiment, de l'ensemble du marché. Bon, alors ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par une pratique de diffusion des films dans lesquels les gens vont aller voir, à partir, disons, des années 30, hein, vont aller voir 2 films à la fois. C'est ce qu'on appelle le double feature, c'est le double programme en français. On va aller au cinéma non pas pour aller voir un film, mais pour aller voir 2 films. Et dans ces 2 films, quand on va dans une belle salle, on va voir un grand film, et puis avant, il y a un petit film dont on se fiche un peu, mais qui est là pour enrichir l'expérience de la sortie au cinéma. Et puis dans les petites salles de cinéma, dans toutes les petites salles de quartier, ou les salles qui n'appartiennent pas au grand circuit de distribution, on n'aura pas les grands films, mais on va voir que des petits films. Et ce que vont faire les petites salles de quartier, c'est qu'elles vont proposer plusieurs films de série B, ou alors un film de série B et puis un vieux film, un grand film, mais qui vient pas de sortir, d'accord? Bon, alors c'est important de comprendre ça parce que toute l'histoire du film de série B repose là-dessus. Donc c'est des films. C'est pas vraiment des films qu'on va voir, les films de série B. C'est des films qu'on a en bonus. C'est un peu, je sais pas moi,
comme quand vous achetez quelque chose et puis vous avez un bonus, vous le prenez, vous êtes content. Quand vous avez un supplément dans votre magazine que vous achetez l'été, vous avez un CD gratuit ou voilà. Bah, c'est un peu ça le film de série B, sauf que c'était systématiquement comme ça. Donc c'était des films, et ça devait être bien, ça devait pas être trop bien, et surtout ça devait pas coûter cher. Alors ça c'est le premier point, c'est la question de la distribution. Le deuxième point important, et puis on va en arriver au code, c'est que les films de série B vont se développer dans les grands studios, aussi pour des raisons économiques. C'est-à-dire que ça permet d'exploiter les décors et les plateaux. Et vous allez voir une deuxième équipe qui va tourner dans les mêmes décors un film de série B, ou parfois deux films de série, il va y avoir deux films de série B dans les mêmes décors. Donc c'est une économie considérable. Vous avez le même décor, les chevaux, pour les westerns, c'est très important. Vous avez le décor de la ville, les chevaux, les costumes, tout ça va pouvoir être utilisé en même temps. Et parfois, l'équipe de tournage va être exploitée en même temps. Et les seconds rôles, et tout ça va être fait en même temps. Et parfois, les mêmes scènes vont être filmées par l'équipe, la deuxième équipe. Par exemple, une attaque d'Indiens va être tournée dans un angle différent par une deuxième équipe. Et comme ça, vous avez toute une série de scènes qui sont faites à l'avance. Alors, on en arrive donc, on voit bien comment c'est fait, hein, c'est des méthodes de travail qui renvoient à une sorte de Fordisme cinématographique, de façon une efficacité du travail de production, et on voit bien comment ça va définir des codes. Bah oui, ça oblige, vous avez des codes extrêmement rigoureux dès lors que vous avez des processus de fabrication et des processus de distribution et de consommation qui sont qui prévalent. Donc les codes des films de série B, disons que c'est dans le film de série B que vont s'inventer, se structurer, se cristalliser les codes du cinéma de genre. C'est parce qu'il y a tous ces processus de création, parce qu'il y a ces logiques de distribution, qu'il va y avoir les grands codes du cinéma de genre. Le costume du héros de western, la ville du Far West. Pourquoi est-ce que on va avoir l'impression qu'ils sont toujours pareils? Ben parce qu'ils sont effectivement toujours pareils, puisqu'on reprend les mêmes décors, puisqu'on reprend les mêmes costumes. Donc c'est logique. De la même façon, les jungles de Tarzan ou des imitations dans les films de la jungle des années 30 et 40. Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours pareils? Ben parce que c'est toujours le même décor, parce que c'est pas fait, on va évidemment pas en Afrique, dans la plupart de ces films, on va dans comment ça s'appelle, des parcs, des jardins d'acclimatation. Et puis c'est toujours le même fauve un peu pouilleux, le même singe dressé qu'on va utiliser. Et puis c'est toujours les stocks, les images de stock qu'on diffuse quand il s'agit de faire passer un troupeau à l'arrière. Et en fait, c'est toujours les mêmes images. Et donc les codes, ils sont extrêmement présents. Et puis les scénarios sont faits à la chaîne. Ford Bibb, combien de scénarios de serial a fait Ford Bibb? Je sais pas moi, une cinquantaine. C'est-à-dire, c'est pas une cinquantaine de films, c'est une cinquantaine de fois 12 épisodes. Donc c'est dire la quantité et chaque épisode c'est une mini-histoire. Donc c'est dire la quantité de scénarios qu'a fait Ford Bibb. Et c'est pour ça que c'est toujours un peu les mêmes histoires. Donc c'est extrêmement stéréotypé. Et vraiment, moi je recommande à quelqu'un qui aime le cinéma de regarder les westerns des années 30 et 40, parce que ça dit vraiment quelque chose de ce qu'est le cinéma. Et ça apprend énormément. D'abord, c'est très dépaysant. Alors, je parlerai peut-être après, parce que là, on est dans les séries B, mais les serials, c'est aussi quelque chose de tout à fait passionnant à regarder. C'est exotique en diable, c'est très dépaysant, et en même temps, ça dit quelque chose de ce qu'est le cinéma et de ce que sont les séries télévisées. Ça dit quelque chose d'une vérité de cette production de récits, de flux de récits, et de cette manière de produire de l'imaginaire en flux, de la masse d'imaginaire. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que notre culture est une culture de la série B, du serial et de l'imaginaire en flux, d'images préconstruites. Et c'est bien. Bon, pour prendre un exemple des codes de la série B des années 30 et 40, les cow-boys des films des années 30 et 40 vont devenir des héros de comic books américains dans les années 50. Tous, pas les personnages, les acteurs. Vous allez avoir le western, le Tex Ritter Stories, le Lâche la Ruse Comics, le William Boyd Comics, où vous allez lire des bandes dessinées des aventures du cow-boy. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même histoire. Donc il suffit de vaguement mettre les traits du cow-boy, et puis vous avez un film dessiné. Donc c'est pour ça que en fait, la série B, c'est stéréotypé, et ces stéréotypes sont à l'origine de nos imaginaires. C'est vraiment la matière dense, ou pas très dense, mais la matière pauvre et dense de nos imaginaires. J'en prends un autre. Je fais comme ça, on ne va pas tricher.
Serials et série B, besoins économiques du cinéma. Je pense que j'ai un petit peu répondu pour les séries B. Je peux peut-être dire un petit quelque chose des serials, puisque j'ai pas encore parlé du serial. Alors, qu'est-ce que c'est que le serial? Donc, j'ai expliqué ce que c'était que les séries B. Le serial, c'est une forme. Alors que la série B renvoie vraiment à quelque chose de très cadré, hein, c'est-à-dire un mode de production, des réseaux de distribution. J'ai parlé de la série B vraiment jusqu'aux années 50. Le serial, ça renvoie à quelque chose de moins précis. Le serial, c'est un film à épisode. En fait, c'est un feuilleton cinématographique. Faut savoir que c'est pas du tout à la télévision que les séries s'inventent. Elles s'inventent au cinéma et à la radio. En fait, elles s'inventent dans les dime novels américains du 19e siècle, puis au cinéma, puis à la radio, puis enfin, bien plus tard, à la télévision. Au cinéma, ça s'invente avant la Première Guerre mondiale, où vous avez des films à épisodes. Et ces films à épisodes, ils vont naître, alors, plutôt en France, avec, justement, des gens comme Jacé, qui vont faire des Nick Carter, inspirés des Américains, inspirés des dime novels américains, ou alors des gens comme Feuillade, qui vont faire, évidemment, Fantomas, qui sont des films à épisodes. Zygomar, 3 aventures de Zygomar, etc. Je crois 3. Et puis, les Américains vont s'inspirer de ce modèle français. Vous savez qu'avant la Première Guerre mondiale, le cinéma dominant, le cinéma impérialiste, c'est pas le cinéma américain, c'est le cinéma français. Et puis les Américains vont s'inspirer du cinéma français et faire leur propre film à épisodes. Alors avec, par exemple, un film qui est très connu, qui est The Exploits of Elaine, qui va être un énorme succès en France, sous le nom des Mystères de New York. Énorme succès. Vous allez avoir The Perils of Pauline, de Louis Gasnier, les deux sont de Louis Gasnier, qui est aussi un film à épisode. Et puis vous allez en avoir un extraordinaire, celui qui s'appelle The Hazards of Helen, avec comme personnage principal Helen Holmes, elle porte le nom, son personnage garde son prénom. Et alors ça c'est extraordinaire parce que c'est un film qui va connaître 119 épisodes. Donc vous voyez, en s'arrêtant en 1917, 119 épisodes avant 1917. C'est dire comme on est dans des séries énormes de films. Alors voilà des films à épisodes. C'est déjà le début du serial. Mais les vrais serials vont se développer dans les années 30, en même temps que les séries B, parce que les serials participent en fait de cette industrie un peu standardisée, et ils vont prendre une forme assez rationalisée. Donc il y a des films à épisodes avant, de façon constante, je développe pas trop, qui se développent au cinéma et dans les journaux en même temps, en feuilleton dans les journaux en même temps. Et puis donc ça va se formaliser dans les années 30, parce qu'il y a encore une fois une diffusion de double programme, et donc ça va être vendu en premier programme, souvent. Avant le film, on a un épisode de serial, ou alors à la chaîne, dans des salles qui sont spécialisées dans les serials, où on peut rentrer et regarder les épisodes à la chaîne. Mais ça, c'est un autre mode de consommation. Et donc, le serial, c'est aussi un cinéma fabriqué à la chaîne. Et ça a une forme standardisée, plus ou moins standardisée, à partir des années 30, de 12 épisodes ou 15 épisodes. Donc, vous avez 12 épisodes avec une sortie toutes les semaines. Donc, c'est vraiment du feuilleton. Allez, un autre. Le rideau. Alors, le rideau, c'est la question mystère. Le rideau, c'est je pense que c'est pas vraiment une question. D'abord, je tiens à dire que le rideau, c'est pas une question, c'est le mot énigmatique. Le rideau, qu'est-ce que je pourrais dire du rideau? Le rideau, pour moi, si je devais commenter cette question énigmatique, je dirais que le rideau, c'est l'origine théâtrale et c'est l'origine spectaculaire. La culture de la série B, c'est la culture populaire. C'est une culture populaire qui trouve son origine dans le roman feuilleton, qui trouve son origine dans le mélodrame, qui trouve son origine dans le grand guignol, et qui trouve son origine dans toutes ces formes de spectacles qu'on a oubliées, mais qui étaient très importantes aux États-Unis, mais aussi en France, le freak show, c'est-à-dire les spectacles de monstres, la prestidigitation. L'importance de la prestidigitation à partir des années 1890, c'est inimaginable, avant la Première Guerre mondiale. Et tout ce spectacle attractionnel où s'invente, dans lequel va naître le cinéma. L'attractionnel. Et le rideau, c'est ça, on ouvre le rideau et on a du grand spectacle. Le boulevard du crime.
Alors le boulevard du crime, on sort de la série B et du serial, mais on retourne à leur origine. Qu'est-ce qu'on appelle le boulevard du crime? Le boulevard du crime, c'est un quartier de Paris, hein, c'est le boulevard du Temple, qui est un quartier qui était le quartier du théâtre, des théâtres populaires. Donc c'est dans la continuité des grands boulevards, des théâtres populaires dans les années 1820-1850. Le boulevard du crime a été démoli par Haussmann dans les années 1860. Et le boulevard du crime, c'était un endroit donc où il y avait des théâtres populaires, plus ou moins populaires hein, d'ailleurs, et où en particulier ont été joués les grands mélodrames populaires avec des grandes stars du mélodrame, des grandes célébrités du mélodrame comme Frédéric Lemaître. Qu'est-ce que c'est que le mélodrame? C'était une forme de théâtre populaire. Alors populaire à l'époque, ça veut dire bourgeois, moyenne bourgeoisie, mais quand même un peu. Ça peut être aussi les artisans qui vont voir ça, etc. Et c'est un théâtre à crime, à jeunes filles enlevées, à méchants très méchants. Et c'est là que s'invente finalement le vocabulaire de la culture populaire, du rebondissement, des effets, des grands effets, des effets sanguinolents, de la peur, du suspense, mais des larmes aussi. Et tous ces éléments de l'exagération vont nourrir le théâtre en ayant peut-être la dégénérescence du côté du grand guignol, hein, encore une fois, hein, ce théâtre du crime, et puis va codifier aussi le roman feuilleton, parce que le roman feuilleton, ça n'est rien d'autre que du mélodrame écrit. C'est du mélodrame mis en roman, le roman de mystère urbain, le roman de récit criminel, et puis, naturellement, ça va être à l'origine du cinéma populaire, donc du serial et de la série B. Alors je continue. Le feuilleton littéraire racine des serials, je crois qu'on en a à peu près fait le tour. Oui, alors un élément qui le montre quand même, j'ai parlé de The Exploits of Elaine, le premier grand film à épisode américain. The Exploits of Elaine, ça a été traduit par Les Mystères de New York en France. C'est pas du tout le même titre, mais ça a été traduit sous le titre des Mystères de New York. Pourquoi Les Mystères de New York? Parce que le premier roman feuilleton, c'est Les Mystères de Paris. Et donc, ça dit quelque chose, c'est que on sent qu'on a basculé d'un imaginaire français, celui du roman feuilleton, vers un imaginaire américain. Désormais, les mystères sont plus à Paris, ils sont à New York. Et je pense que ça, c'est un élément important. Une autre source qu'on peut citer quand même pour les serials, c'est les comics. Dans les années 30, et dans les années 30, la plupart des serials sont adaptés de comic strips et de comic books. Ça, c'est une chose qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on est déjà dans de la transmédialité. Je continue. Sérialité et série B et les genres. Ah, c'est du cinéma de genre. Les deux sont du cinéma de genre avec des grands mouvements de genre, avec des grands genres. Je peux les rappeler, mais je les ai un peu évoqués. Je le dis rapidement. Le premier mouvement, c'est celui du récit criminel à la Fantomas. Les premiers films à épisodes, c'est le grand criminel de The Exploits of Elaine, c'est la main qui étreint. C'est un criminel qui a pas de visage et qui a une main comme ça. Le masque aux dents blanches affronte quelqu'un qui a une main de fer, un iron claw. Et donc vous avez comme ça des criminels sans visage, monstrueux. Et c'est intéressant, tous ces criminels sans visage, inspirés donc de Fantomas, hein, parce que ça aussi, on les a encore. Hein, jusqu'à Dark Vador, on les a, hein, les criminels sans visage. Et je pense que vraiment l'origine, elle est dans les serials du tout début. Alors après ces serials du tout début, de grands criminels, le deuxième mouvement, ça va être les années 30. Donc on va abandonner les grands criminels et les sociétés secrètes, les passages secrets qui caractérisaient ce premier ensemble tout à fait passionnant de passages secrets, de grands criminels. Et on va basculer dans les cow-boys. Ça va être vraiment des cow-boys dans les séries B, dans les serials, et puis encore une fois les adaptations de comic books avec Dick Tracy, et puis avec dans les années 40 les premiers super-héros. Les premiers super-héros, c'est les serials qui les proposent. Captain America, serials, Captain Marvel, serial, Batman, c'est un film à épisode, Superman, ils vont tous être adaptés en film à épisode. Alors à ce moment-là, vous en avez plein. Vous avez aussi, donc vous avez les super-héros, vous avez la science-fiction, Buck Rogers, Flash Gordon, et puis avec des choses complètement. Ce qui devient fou, c'est les années 40, parce que vous avez des choses qui se passent dans la jungle avec des robots, des cow-boys qui affrontent des robots. Ça devient vraiment tout se mélange et on a une sorte
on a l'impression qu'à force d'en faire beaucoup et d'avancer de façon stéréotypée, tout est possible. Donc on a des cow-boys qui circulent en avion, des rayons de la mort dans la jungle, des passages secrets qui conduisent dans des civilisations. Ça devient absolument fou dans les années 40. Et donc pour terminer, Mathieu Le Tourneux, question d'actualité. Eh ben, question d'actualité, je viens de sortir à la découverte aux origines de la pop culture, le fleuve noir et les presses de la cité au cœur du transmédia à la française, coécrit avec Loïc Artiaga, qui parle de cette culture médiatique française, à la fois celle des romans de gare, hein, le fleuve noir, de la science-fiction française, du roman noir et de l'espionnage français, depuis OSS 117 jusqu'à SAS, mais aussi du cinéma de coproduction franco-italien, mais aussi des romans photos, mais aussi des petits formats de bande dessinée vendus en kiosque. C'est vraiment cette culture qui va durer jusqu'à l'époque des vidéostores, dans les années 90, au moment justement où on va basculer dans les industries culturelles anglo-saxonnes. C'est la fin d'une forme de culture à bas coût. C'est l'équivalent, en fait, de la culture populaire italienne, mais française, et la française était beaucoup moins connue.